Bonjour à tous et à toutes. Le propriétaire du CryptoPunk numéro 6046 a refusé une offre à 9,5 millions de dollars pour son jeton non fongible NFT. Comment est-ce qu'une telle chose est possible? Quel sens est-ce que ça a? Est-ce que notre monde a définitivement basculé dans l'irrationalité la plus complète? Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble pourquoi un tel phénomène peut avoir lieu et ce qu'il signifie et si notre époque a définitivement perdu la raison ou pas. Ces derniers temps, on a pas mal d'événements qui ont présagé d'une vraie prise de conscience par rapport à ces fameux NFT, qui sont donc les tokens non fongibles, et qui sont des titres de propriété numérique basés sur la blockchain. Un des exemples les plus parlants, c'est probablement la startup française Sorare qui, le 19 octobre 2021, a réussi à faire une levée de fonds de 680 millions de dollars. Sorare, vous savez, c'est cette entreprise qui permet d'acheter et d'échanger des cartes à collectionner de joueurs de football en France. C'est une levée qui est un record dans l'industrie française et c'est la seconde plus grosse levée dans l'univers de la crypto. En parallèle, OpenSea, qui est la plateforme de référence pour les échanges de NFT, se prépare actuellement à un nouveau cycle de financement qui pourrait atteindre 10 milliards de dollars selon des observateurs. C'est un montant qui est colossal et qui se justifie par le volume des échanges sur la plateforme qui est tout aussi colossal puisqu'il est à 10 milliards de dollars échangés sur les 4 derniers mois. Et pourtant, quand vous cherchez en ligne des informations sur les NFT, une bonne partie de ce que vous allez trouver, c'est des articles qui dénoncent la spéculation exacerbée dans le domaine en pointant du doigt à quel point est-ce qu'il est totalement aberrant de payer des millions de dollars pour des JPEG qui sont accessibles à tout le monde sur Internet avec une recherche sur Google Images. Et donc, comme on vient de le voir, d'un côté, on a des entreprises qui se valorisent à des niveaux très importants, on a des places de marché qui attestent du fait qu'existent des échanges qui sont très importants, et de l'autre, on se demande, mais finalement, pourquoi est-ce que les gens échangent ces fichiers JPEG pour de tels montants, et sur quoi est-ce que ces entreprises sont basées? Pour bien comprendre ce qu'il y a derrière ce phénomène des NFT, il est important de comprendre deux choses. La première, c'est d'un côté les caractéristiques techniques de ces NFT, et la suivante, c'est à quoi est-ce qu'ils répondent sur le plan psychologique pour les êtres humains. Avant de rentrer dans les détails techniques, il faudrait d'abord préciser un point de définition qui est celui de la notion de fongibilité. Ce qui est fongible, c'est ce que vous pouvez échanger pour une autre quantité similaire de la même chose et qui sera du coup la même chose. Vous voulez un exemple concret? 1 euro, si vous l'échangez contre un autre euro, à la fin, vous avez 1 euro. Et donc, vous pouvez échanger les pièces de 1 euro toute la journée. À la fin, vous avez toujours 1 euro. C'est le même euro. Si vous faites la même chose avec des tableaux de Van Gogh, par exemple, vous échangez des tableaux de Van Gogh entre eux, c'est pas les mêmes tableaux. Et tout le monde comprend intuitivement que d'un côté, on a des choses qui sont interchangeables librement, alors que de l'autre, on a des choses qui sont en fait uniques et qui, du coup, sont qualifiées de non fongibles puisque chaque objet est unique. J'ai pris l'exemple des tableaux, j'aurais pu prendre un exemple dans le domaine des titres de propriété et dans tout un tas d'autres domaines. Les noms de domaine, par exemple, sont aussi des choses qui sont non fongibles. Vous avez un nom de domaine, et ben en fait, il n'est pas équivalent à un autre. Ces NFT représentent donc des actifs qui sont uniques et qui sont identifiables sur la blockchain. Les NFT ne sont pas nés avec la blockchain Ethereum. Ils existaient déjà avant, notamment sur la blockchain Bitcoin, avec les colored coins, qu'on pourrait qualifier de jetons, jetons coloriés, et qui permettaient d'identifier sur la blockchain Bitcoin des actifs non fongibles. Et on a eu toute une série de premiers projets qui ont existé sur cette blockchain. Néanmoins, c'est vraiment en 2017, avec l'avènement d'Ethereum, que les NFT vont faire leur première apparition remarquée auprès du grand public. Plusieurs applications vont notamment mettre le secteur en lumière. La première, c'est les CryptoPunk, qui est une série de 10 000 portraits de 100 pixels sur 100 pixels, qui a été générée procéduralement avec une rareté qui est variable en fonction de leur trait de personnalité. Vous avez également Decentraland, le projet de blockchain de référence pour le métaverse, et les CryptoKitties, qui sont des petits chats virtuels qu'il est possible d'échanger, mais aussi de faire se reproduire entre eux pour pouvoir avoir des formes hybrides. Cette application, notamment CryptoKitties, elle a été responsable de la congestion sur le réseau d'Ethereum avec un pic d'activité qui a été estimé à 14% des frais de gaz dépensés. Au cours de cette première période, qu'on pourrait appeler la période de découverte, tous les NFT n'étaient pas normalisés. Autrement dit, chaque projet développait son NFT un peu selon ses propres méthodes. En fin d'année 2017, on a la proposition ERC 721 qui est faite, qui est un standard de création pour les NFT qui sera finalement adopté au milieu d'année 2018. C'est un standard qui a permis de normaliser une partie des caractéristiques des NFT qui sont conçus sur Ethereum et de rendre interopérables des jetons sur cette blockchain entre plusieurs applications. Et c'est notamment grâce à cette interconnexion qu'il est possible d'échanger des NFT sur la plateforme OpenSea.
Depuis que cette implémentation a vu le jour, on a eu plein d'applications décentralisées qui utilisent les NFT. Alors, quelles caractéristiques est-ce qu'ils ont ces NFT? Ce qu'il faut donc bien comprendre, c'est que ces NFT, on l'a dit, c'est des actifs numériques qui sont uniques, qui sont identifiables et qui sont créés sur la blockchain. Et ça, par rapport aux actifs non fongibles classiques, ça leur confère un certain nombre de propriétés. Le premier, c'est que le NFT peut servir d'un certificat d'authentification. En effet, en consultant un NFT sur la blockchain, on peut savoir de quel actif il s'agit, quelle adresse l'a créé et quand est-ce qu'il a été créé. Un créateur peut aussi par exemple signer son œuvre en incluant sa signature dans les métadonnées d'un NFT pour garantir son authenticité. La transaction qui a permis la création du NFT constitue la preuve que ce NFT est authentique. À côté de ce principe d'authentification des données, vous avez également un principe de traçabilité qui existe et qui est l'une des principales caractéristiques de la blockchain, puisqu'on peut consulter toutes les transactions qui y ont lieu. C'est un principe qui s'applique du coup aussi pour les NFT et on peut remonter l'historique de tous les NFT depuis leur création jusqu'au propriétaire actuel. Ces différentes caractéristiques font des NFT une toute nouvelle manière de penser la propriété d'une manière qui est plus transparente et qui est sans intermédiaire et qui apporte un vrai pouvoir disruptif à de nombreux acteurs de notre société. Le domaine le plus évident dans lequel ça a lieu, c'est évidemment l'art numérique, qui est probablement le domaine qui est le plus exploré à l'heure où on tourne cette vidéo. Ça a permis à des artistes d'avoir une vraie alternative pour exposer leurs œuvres et pour trouver des personnes pour financer également leur travail, que ce soit des œuvres qui sont physiques ou des œuvres qui sont issues de la culture internet et des mèmes. Mais les cas d'utilisation des NFT ne se limitent pas uniquement à l'art numérique. C'est un secteur qui, en fait, a un potentiel disruptif pour l'ensemble des marchés qui sont en fait liés de près ou de loin à la propriété. L'immobilier, par exemple, qui soit physique avec Realty ou virtuel avec l'émergence des métaverses comme Decentraland. L'industrie musicale, on pourrait citer le projet Audius. Les projets de collection, Sorare, NBA Top Shot et compagnie. Les jeux vidéo, Axie Infinities par exemple, Ultra. Le stockage ou des informations virtuelles comme par exemple des diplômes, des noms de domaine. Donc en fait, le nombre de secteurs qui sont impactés par ces NFT, ils sont vraiment considérables. Alors quels sont les avantages d'utiliser un NFT plutôt qu'une solution, on va dire, plus classique? En vérité, il y a 3 grands avantages. Le premier, c'est la désintermédiation, puisqu'en fait, c'est une caractéristique qui est inhérente à la blockchain. Donc, tous les utilisateurs peuvent vérifier le registre, vérifier que les informations qui sont écrites sont véridiques, et du coup garantir l'authenticité de l'actif qui est sous-jacent au NFT. Dans le cas par exemple d'une vente aux enchères, d'habitude, on a besoin d'un commissaire-priseur. Dans le cas de l'acquisition d'une propriété, vous avez besoin d'un notaire. Pour une œuvre, vous allez avoir besoin toute une série d'expertises. Là, en fait, le simple fait de consulter la blockchain, vous-même, vous n'avez pas besoin de croire quelqu'un d'autre, vous pouvez du coup vérifier l'authenticité de ce que vous êtes en train d'acheter. Et donc du coup, on a une suppression des intermédiaires et du coup une connexion directe entre les deux personnes qui font la transaction. Deuxième grand avantage, c'est la transférabilité. Il est beaucoup plus simple de transférer un NFT qu'une œuvre, par exemple, physique. Entre envoyer un NFT depuis la France vers les États-Unis ou envoyer un tableau original de Van Gogh depuis la France et les États-Unis, on comprend très bien que même si les frais de gaz sont chers à ce moment-là sur Ethereum, ça va vous coûter beaucoup moins cher d'envoyer un NFT que d'envoyer un original de Van Gogh. Et ça, c'est vrai pour beaucoup des choses qui pourraient être faites sur les NFT. Donc vous avez des coûts de transaction qui sont réduits du fait du transfert sur la blockchain. Et évidemment, je ne parle même pas du temps de transfert, puisque là, on est sur des temps qui sont pas tout à fait instantanés, mais proches de l'instantanéité. Et finalement, le troisième avantage, et vraisemblablement le plus décisif sur ce marché, c'est en fait l'accès à un marché qui est extrêmement vaste. Quand vous êtes dans le circuit des NFT, vous êtes en fait sur un marché qui est mondial, qui est international, dans lequel vous pouvez interagir avec un très grand nombre d'utilisateurs. Et puisque la quantité de gens avec lesquels vous pouvez interagir est en fait un élément essentiel de la valeur que ces NFT vont avoir, on comprend tout de suite qu'une des grandes forces d'un NFT, c'est d'être en fait d'emblée positionné sur un marché qui est mondialisé et avec lequel vous allez pouvoir interagir, dans lequel vous allez pouvoir interagir avec un très grand nombre de personnes. Évidemment, à côté de ces avantages, il y a une série de reproches qui sont faits à ces NFT. Bon, évidemment, il y a les cas de fraude et de manipulation de marché et qui sont présents notamment parce que c'est un espace qui est encore très peu régulé.
Vous avez par exemple les cas de délit d'initié. Le 15 septembre 2021, le chef de produit d'OpenSea s'est fait surprendre un peu la main dans le sac parce qu'en fait, il achetait avant que son site mette en avant des NFT, il les achetait pour les revendre ensuite et il a réalisé une plus-value de 19 Ethers sur 11 NFT. Donc, sur un secteur qui aurait été régulé, clairement, il aurait été en prison pour délit d'initié. Mais là, en l'occurrence, on a plutôt eu le droit à un tollé de la communauté crypto et en fait, il a été évincé le jour même où l'incident a été découvert. Et finalement, la critique qui va être la plus fréquemment adressée à cet écosystème, c'est l'aspect spéculatif qu'on va pouvoir y retrouver. Et on est aujourd'hui face à deux discours. D'un côté, un discours qui nous dit tout va s'effondrer, et de l'autre, un discours qui nous dit pas du tout, ce n'est que le début. Et en fait, les deux sont vraisemblablement vrais en parallèle. Donc aujourd'hui, on peut l'affirmer avec aplomb, assez clairement, on est dans une bulle spéculative sur les NFT. Certains utilisateurs vont croire dur comme fer que c'est un nouveau paradigme, et ils ont peut-être pas tort, et qu'il est impossible que tout s'effondre. Là, ils ont peut-être tort par contre. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur toutes les nouvelles technologies sont accompagnées de mouvements spéculatifs parce qu'en fait, apprécier leur valeur est un exercice qui est fondamentalement compliqué. Et par ailleurs, vous avez des phénomènes psychologiques dans lesquels on va entrer dans un instant, qui font que collectivement, on a une sorte d'emballement, d'euphorie collective, qui fait qu'on va avoir tendance à d'abord surévaluer les choses, puis ensuite à les sous-évaluer. Si on prend par exemple la bulle Internet, on a eu, dans les années 2000, on a eu une explosion des valeurs technologiques dans les années 2000, puis ensuite l'effondrement de la bulle, 95% des sociétés qui se sont complètement détruites, ramassées. Mais cela dit, on vit aujourd'hui dans le paradigme d'Internet. On vit à l'ère d'Internet, on passe un temps énorme dessus, nos vies sont en ligne, et ça montre que malgré le fait que la bulle Internet a éclaté, en fait, Internet, lui, est resté. La bulle Internet a éclaté, mais pas Internet. De la même manière qu'il y a eu des bulles successives sur les cryptoactifs, sur Bitcoin, puis sur Ether. Sur Ether, on rappelle, 95% de sa valeur de perdu en 2017, la bulle de l'Ether a éclaté, mais Ethereum est resté. Pareil pour Bitcoin, les bulles successives sur Bitcoin ont éclaté, Bitcoin est toujours là. Donc en fait, il faut décorréler ce qui se passe d'un côté en termes de mouvement spéculatif et ce qui se passe au niveau matériel, concret, technologique, et qui là effectivement change profondément les choses. Et finalement, le dernier reproche, et celui qu'on entend le plus fréquemment, c'est donc cette fameuse irrationalité sur les prix qui est donc liée au mouvement spéculatif qu'on vient d'évoquer. Et ça, c'est une surprise pour personne, vous n'êtes pas en train de découvrir ça si vous voyez cette vidéo, probablement que si vous avez cliqué sur le lien de la vidéo, c'est précisément parce qu'en fait, il y a un mouvement spéculatif dessus actuellement et que vous en avez entendu parler pour cette raison précise. Ce n'est une surprise pour personne, le secteur des NFT donc est envahi par l'euphorie. On a parlé de ces mouvements spéculatifs et du coup, c'est vrai que c'est vraiment a priori quelque chose qui est très surprenant et qui, vu de l'extérieur, paraît complètement dénué de sens et dénué de raison. Franchement, l'écosystème des NFT, c'est le seul endroit sur Terre où vous pouvez vendre ou acheter un portrait de 100 pixels de long sur 100 pixels de large pour plusieurs millions de dollars. En février 2021, le GIF du même Nyan Cat a été vendu pour un peu plus d'un demi-million de dollars. Un autre exemple qui paraît encore plus irrationnel, le 7 septembre 2021, le fondateur de la bourse FTX met en vente son premier NFT de la bourse, Test, qui fabrique en 2 minutes sur Paint avec, je vous le mets à l'écran pour que vous puissiez admirer l'œuvre d'art que c'est. Ça a été vendu 270 000 dollars. Et effectivement, vu de l'extérieur, ça paraît complètement et rigoureusement irrationnel. Est-ce que ces phénomènes disqualifient le phénomène pour autant ou est-ce que précisément ils l'éclairent de l'intérieur? Et je pense que pour bien comprendre ça, il faut retourner à la source du phénomène et notamment aller voir du côté des CryptoPunks qui sont un très vieux projet et notamment aller voir les CryptoPunks parler d'eux-mêmes. Qu'est-ce que ces CryptoPunks nous disent quand on les écoute? La première chose qu'ils nous disent, c'est qu'en fait, le fait d'avoir et de détenir des NFT répond à deux besoins fondamentalement humains. Le premier, c'est le besoin de statut social. Et pour ça, il suffit de se rendre compte que en ligne, vous allez pouvoir trouver tout un tas de manières d'afficher et de montrer des NFT que vous possédez exactement comme dans une galerie d'art. Et d'ailleurs, la galerie d'art a été complètement reproduite en 3D, demain dans un métaverse, aujourd'hui disponible en ligne, et vous pouvez afficher dans cette galerie d'art l'ensemble des NFT que vous possédez.
Le seul intérêt de faire ça, et en fait l'intérêt qui est un intérêt capital et qui est un intérêt fondamental pour un être humain, c'est de montrer le statut social de la personne qui affiche les NFT qu'elle possède. Et en montrant son statut social, c'est aussi de montrer son appartenance, c'est répond à son besoin d'appartenance à un groupe qui considère que le fait de détenir des NFT et de les montrer, c'est quelque chose qui est cool et qui a de la valeur. Et si on va explorer l'une de ces galeries, ici par exemple, on est dans la galerie de 6529. Et en fait, dans cette galerie, ce que fait 6529, c'est de nous montrer l'ensemble des NFT, ou en tout cas des NFT qu'il possède ou dont il est l'auteur. Et finalement, on est sur un enjeu d'appartenance, sur un enjeu de statut social. Mais ce que fait 6529, c'est également autre chose. C'est en fait nous donner la clé de la deuxième raison et de la deuxième chose fondamentale qui fait que les NFT ont de la valeur. Et en fait, on va trouver cette raison dans la galerie, juste là, au détour d'un couloir. Et vous voyez sur l'œuvre qui est ici, là, qu'on est en train d'afficher, on a 6529, Time to Build an Open Metaverse. NFT are people, et notamment la maxime Size the Memes of Production. A priori, Size the Memes of Production, c'est pas forcément simple à comprendre et pas forcément simple de comprendre ce que ça signifie. Évidemment, c'est un petit clin d'œil qui est fait au fait de saisir les moyens de production, donc avec une dimension un petit peu marxiste. Mais en fait, 6529, pour peu qu'on aille voir ce qui se passe sur son compte Twitter, par exemple, entre dans le détail de ce qu'il entend par là et de ce que sont pour lui les NFT et la révolution des NFT. Et en fait, ce qu'il nous explique, c'est que les NFT permettent de démocratiser les mythes. Ces mythes, d'ailleurs, quand ils deviennent vraiment très puissants et qui commencent à avoir un impact considérable, notamment sur nos vies, on finit même par oublier qu'en fait, c'est des mythes et que c'est des entités fictives qui n'existent pas dans la réalité physique. L'euro, par exemple, n'a aucune existence dans la réalité physique. Parfois, il s'incarne dans des papiers, mais en fait, on comprend bien que c'est pas le papier qui a de la valeur, c'est l'idée qu'il y a derrière le papier qui a de la valeur. L'État français, pareil, n'a aucune existence physique. Vous pouvez aller dans les bâtiments de l'Élysée ou dans les bâtiments du Conseil d'État ou dans les bâtiments du Parlement, tout ça c'est des bâtiments physiques, mais l'État français, c'est pas ces bâtiments physiques, c'est pas non plus les fonctionnaires qui travaillent pour lui. L'État français, c'est une entité fictive qui n'est incarnée nulle part et à part dans nos esprits aux uns et aux autres qui interagissons avec lui. Mais c'est pareil pour les sociétés commerciales. Vous prenez Alira par exemple. Alira, vous ne pouvez pas la rencontrer dans la rue et lui serrer la main et lui dire bonjour. En revanche, vous pouvez faire des interactions avec elle, mais elle n'existe que dans la tête des personnes qui interagissent avec elle. Les religions, c'est exactement la même chose. Les religions sont des entités qui nous ont permis de nous organiser, qui sont un peu moins présentes dans nos sociétés aujourd'hui, encore que ça dépend des lieux, etc., mais qui ont permis de s'organiser à grande échelle. Et donc, toutes ces entités fictives sont en fait présentes, et nous, en tant qu'Homo sapiens, on les a conçues, on les a créées pour nous permettre de nous organiser à grande échelle. Et ces entités fictives, c'est pas parce qu'elles sont fictives qu'elles n'ont pas d'impact sur nos vies. C'est même en vérité l'exact inverse. C'est précisément parce qu'elles sont fictives et qu'elles sont diffusées partout qu'en fait elles ont un impact qui est majeur sur nos vies. Et c'est pas un défaut. C'est conçu pour ça, c'est conçu pour avoir un impact sur nos vies, c'est conçu pour nous permettre de collaborer entre nous à grande échelle, alors qu'en fait on ne se connaît pas, alors qu'on ne se fait pas confiance, alors que, etc. Et en fait, ce qui va faire la force d'une entité fictive, ce qui va faire sa force, c'est quoi? C'est globalement deux choses. Le fait que vous y croyez, et le fait que vous pensiez que les autres croient également dans cette entité fictive. Si par exemple, demain, vous cessez de croire que l'État français existe, d'ailleurs, il y a un mouvement sur Internet, je vous invite à aller le chercher, qui prône ça, qui prône le fait que non, en fait, l'État français, c'est une fiction et qu'on ne devrait pas l'obéir, etc. Bah, le problème, c'est qu'il y a d'autres gens, notamment des fonctionnaires de police, notamment la magistrature, qui, eux, sont convaincus que l'État français existe et qui vont se coordonner comme si il existait et qui, finalement, à travers leur action, vont lui donner une substance. Et comme vous savez à l'avance que ces gens physiques vont se comporter comme si l'État français existait, vous vous dites que le plus simple, c'est encore de faire pareil, c'est encore de vous dire que finalement, l'État français existe parce qu'en fait, si vous décidez de faire comme s'il n'existait pas, vous risquez d'avoir des problèmes parce qu'en fait, vous croyez que les autres croient dans son existence. Et donc, ça continue d'être une croyance qui en fait est à votre niveau. C'est exactement la même chose sur la monnaie. Si on prend l'exemple de Bitcoin par exemple, vous avez rigoureusement le même phénomène. Vous croyez que Bitcoin a de la valeur et vous croyez que les autres
croient que Bitcoin a de la valeur aussi. Et c'est précisément parce que vous pensez que les autres pensent que Bitcoin a de la valeur que vous lui donnez une valeur. En fait, il y a un phénomène qui est auto-alimenté et qui fait que ces entités fictives, quelque part, existent, en tout cas dans nos têtes, et ont des impacts qui sont bien réels sur nos vies. Et en fait, toute la force des NFT, c'est de rendre aux personnes, et c'est précisément le message de ce CryptoPunk 6529, c'est de rendre aux gens la possibilité d'être souverains sur leur mythe, et de créer eux-mêmes leur mythe, et de diffuser leur mythe. Cette idée-là, en plus d'être effective et d'avoir lieu, elle a lieu alors que les acteurs qui y participent en ont complètement conscience. Si vous prenez là encore le CryptoPunk 6529, il suffit d'aller voir sur sa page Twitter pour le voir expliquer rigoureusement ce que je viens de vous dire et en fait le faire de manière extrêmement délibérée. Donc notamment là sur le thread que je suis en train de montrer à l'écran, le livre Sapiens est explicitement cité et la démarche dans laquelle 6529 s'inscrit est là encore explicite et on la retrouve dans son art. Donc en fait, le phénomène de reprise de possession des mythes collectifs qui est présent dès l'origine dans Bitcoin, dans l'écosystème blockchain. Bitcoin est le moment fondateur et en fait, Bitcoin, c'est un mythe qui est absolument formidable. C'est un mythe qui est formidable et qui a été construit comme un mythe depuis le début, en plus de tout le reste. Et c'est ça qui fait que Bitcoin est irremplaçable parce qu'en fait, tout le monde voit le mythe que Bitcoin représente et la démarche à laquelle on assiste sur les NFT, c'est une démarche qui est explicitée sur le plan mythique par rapport à celle qui était déjà présente dans Bitcoin, mais qui en fait n'est pas du tout inventée par Bitcoin. Hein. Le fait d'utiliser les entités fictives, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est constitutif à la réussite d'Homo sapiens et à la manière dont Homo sapiens s'est organisé pour collaborer à large échelle et à des échelles qui sont beaucoup plus larges que des tribus de 150 personnes qui se connaissent toutes. Et en fait, comprendre l'enchaînement et l'impact que ces mythes ont sur nos vies, c'est précisément la clé de compréhension qui permet de comprendre pourquoi est-ce que quelqu'un peut refuser une offre à 10 millions de dollars pour obtenir un NFT ou pour acheter son NFT. En fait, quand on reprend l'article avec lequel on a commencé, l'article du journal du coin, qui nous dit que quelqu'un a refusé de vendre son NFT pour 10 millions de dollars, en l'occurrence le punk 6046, l'article nous parle de 10 millions de dollars. Mais en fait, en utilisant cette unité de compte, ce que le journal du coin nous dit de manière implicite, c'est que le mythe fondateur le mythe auquel il adhère, le mythe auquel il croit, et auquel en fait on croit tous, c'est pas juste le journal du coin, c'est aussi le lectorat du journal du coin, c'est finalement nous tous qui savons tous très bien et très intuitivement ce que c'est qu'un dollar, mais en tout cas le mythe auquel on se réfère, c'est celui du dollar. Mais en fait, dans le thread où il explique pourquoi est-ce qu'il refuse cette vente, notre ami Punk 6046 ne parle pas de dollars. Il parle pas de dollars à aucun moment. Alors à un moment, il met vaguement une conversion entre parenthèses, mais en vérité, ce qu'il dit, et ce qui est le cas, c'est qu'il n'a pas reçu une offre de 10 millions de dollars. Il a reçu une offre de 2500 Ethers. Et en fait, en fonction du point de référence qu'on prend, on change le mythe qu'on choisit de mettre en avant et on change le mythe qu'on choisit d'utiliser. Et notre ami Punk, il est même une étape après, c'est qu'en fait, la valeur de référence pour lui dans cette opération-là, c'est même pas l'Ether, c'est en fait précisément la valeur de son NFT. Et du coup, c'est la raison même du fait qu'il ne souhaite pas le vendre, c'est précisément qu'en fait, le mythe auquel lui il se réfère et que lui il choisit de suivre, c'est le mythe de son NFT et de ce qui est permis par les NFT. Et donc ça lui permet de montrer à rebours du fait qu'en fait il refuse l'existence ou qui refuse la dénomination dans les autres mythes, de montrer la valeur de son propre mythe et d'installer dans l'esprit des personnes qui sont autour de lui le fait que oui, son NFT a de la valeur. Et d'ailleurs la preuve c'est qu'en fait il peut se permettre de refuser une offre que d'autres estiment à 10 millions de dollars. Et donc ça, c'est fondamentalement un acte qui permet de reprendre possession des mythes fondateurs, qui sont en fait les mythes qui nous permettent de nous organiser à grande échelle. Et c'est exactement le programme politique des personnes qui se revendiquent de ce mouvement. Et du coup, c'est pas du tout un phénomène qui est marginal ou qui est excessif ou qui est sur le côté de ce qui se passe dans l'écosystème blockchain. C'est en fait le cœur du sujet. C'est comment est-ce qu'on fait pour réécrire des mythes qui nous permettent de mieux nous organiser entre nous. Et ça, peut-être que c'est les CryptoPunks qui vont nous l'apprendre.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Petit bonus pour les personnes qui nous regardent, vous trouverez juste en description le lien vers le tout premier NFT d'Aliera que vous pouvez aller voir, acheter, faire s'enchérir, bref, faire ce que vous voulez. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.